Moi, j'étais à cette fameuse conférence, j'ai assisté de bout en bout. Et en tant que journaliste, bon, ils ont refusé que je prenne des photos, donc je n'ai pas fait de reportage, mais je sais ce qui s'est dit. Moi, j'étais là pendant la conférence. Je suis Bernadette Mukendi. J'étais là, je suis venue expressément pour écouter justement ce qui s'est dit pendant cette conférence. J'étais venue voir d'abord, je dis tiens, est-ce qu'il y a des Congolais? Parce que souvent dans des conférences comme ça, il n'y a pas beaucoup de monde. L'autre fois, je crois qu'il y avait 5 ou 6 qui sont venus écouter, comme moi, pour savoir ce que la communauté Tutsi avait à dire. Et sur l'opération de Tutsi avec la responsabilité de la Belgique, l'Union européenne. Les étudiants congolais vont debout contre l'agression. La rencontre de ce jour a été voulue par le collectif des étudiants congolais de Belgique en réaction à des propos qui ont été tenus il y a quelques jours dans cette même salle par un collectif d'avocats défendant les Ema, les Tutsi et les Banyamulenge, les habitants de l'Est de notre pays, la République démocratique du Congo. Et donc, les propos nous ont tellement heurtés que nous nous sommes dit qu'il était nécessaire pour nous, société civile, donc étudiants, de pouvoir restituer une certaine vérité. Et les collectifs des avocats aussi n'a pas démontré, n'a pas donné des détails sur les biens qui ont été volés, des massacres qui ont été perpétrés. On a jusque-là aucun rapport officiel, aucun rapport même des systèmes des Nations Unies qui essaient de relayer ces situations. Paul Kagame surfe sur une prétendue extermination des Tutsis au Congo pour justifier la présence de ces troupes dans le pays tout en soutenant la rébellion du M23. Si réellement cette épuration ethnique existait, que dire de tous ces ministres, députés, officiers généraux et supérieurs de FARDC, donc les forces armées de la République démocratique du Congo, qui siègent dans les différentes institutions de la République, car, ne l'oublions pas, la RDC compte plus de 450 tribus éparpillées sur l'ensemble du territoire national. Si de menaces physiques ou de violences sont portées contre des populations Tutsi, cela ne devrait pas faire l'objet d'une conférence de presse à Bruxelles, mais plutôt d'une interpellation des autorités nationales via les procédures légales et au sein des institutions comme le Parlement qui, de surcroît, compte bon nombre d'élus Tutsi ou Ema confondus. Ces derniers devraient, les premiers, attirer la sonnette d'alarme, ce qui n'est pas le cas. Il y a par exemple des conflits de Boudia Congo, il y a des conflits communautaires Kamina Sapu. Récemment, d'ailleurs, à Kisangani, il y a eu un conflit, les Mbolé, à Opala. Donc peut-être c'était des problèmes de terre, mais jamais les Lokele, jamais les Luba ou les Tétés leur vont dire voilà, nous sommes massacrés, on pille nos biens puisque nous avons une origine étrangère, jamais on a eu ça. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des conflits, mais la tendance à se victimiser en disant que non, puisqu'on a une origine étrangère, moi je pense que c'est une manière ou c'est une stratégie de chercher à essayer un peu de susciter une situation de conflit identitaire, alors qu'on n'est pas là. Le Congo a visiblement du mal à faire entendre sa voix, même auprès de ceux qu'il considère comme ses partenaires privilégiés. Nous crions, nous parlons des violences de l'Est depuis des années. Tout le monde le sait, mais nos partenaires ne nous écoutent pas. D'un côté, ils condamnent le Rwanda et de l'autre, ils nous incriminent. Le langage qui a été tenu ici est également tenu par nos partenaires, la Belgique et l'Union européenne. Le gouvernement congolais, dans plusieurs déclarations au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Union africaine, même le chef de l'État lui-même, le président de la République, avait déjà dit que la RDC ne pouvait en aucun cas servir de base arrière. Et si on doit essayer de voir l'intervention dans ces conflits armés au niveau du Nord Kivu, on voit bien que
Kigali est en train de soutenir. Il y a plusieurs rapports qui ont été ses soutiens. Et ces soutiens logistiques, on peut même dire à ce niveau que Kigali a pris le devant pour les M23. Mais dire que voilà, qu'il y a eu opération ethnique. Mais par contre, les différentes perpétrations commises par les M23, nous avons déjà des rapports des Nations Unies, nous avons plusieurs déclarations des États, des organisations internationales telles que l'Union européenne. Bon, peut-être une remarque générale. Je m'étonne quand même du mutisme de l'ambassade, de notre ambassade ici. Moi, je pense que la RDC doit mieux investir dans la promotion aussi. Dans la promotion d'abord du pays et aussi des réponses. Nous devons, nous, Congolais, être présents aussi dans tout ce qui se passe autour. Mais quand on va un peu dans les institutions, un peu partout, on voit les Rwandais qui sont là, qui sont en train de plaider, qui sont en train de pleurer, que ce soit l'Union européenne, que ce soit au Sénat, que ce soit dans... Ils sont tout le temps. De soi-même, ils se lèvent, ils disent, tiens, moi je vais aller plaider pour telle chose, telle chose. Donc en fait, il y a tout le temps une sorte de promotion. Oui, Kagame, il en récupère. Mais je crois que c'est un problème à nous tous. Que c'est que nous-mêmes, de nous-mêmes, que nous puissions intervenir là où on entend des contre-vérités, parce que c'est justement, je pense, la réponse que le président du Tshisekedi a dit à Addis Abeba, en disant, mais comment un président peut défendre un peuple dans un autre pays, comment son peuple, comment se retrouve son peuple dans un autre pays, ce n'est pas normal. Ou vous rappelez votre peuple, mais vous ne pouvez pas défendre. Le président ne peut pas aller dire, non, je vais faire la guerre, parce qu'il y a des Congolais au Rwanda. Alors, je ne sais pas si dans les autres manifestations que vous avez prévues, cela pourrait être relevé et que de la même façon qu'il y a des Tutsis au pays qui œuvrent pour le bon avancement du pays, qu'il y ait aussi dans la diaspora que cela soit aussi le cas, mais que ça ne soit pas une réaction pour repousser cela, pour les mettre dans le camp du Rwanda qui manipule, parce que c'est ça le postulat sur lequel nous sommes. En fait, il y a un problème. Le problème, c'est que on est Congolais et nous parlons en termes de Congolais. On ne parle pas en termes... Moi, je ne sais même pas d'où il vient, je ne veux même pas le savoir non plus. Et je me rappelle, quand on était encore enfant, il y a plusieurs années, j'ai l'image de ma mère qui va au marché et qui me laisse chez la voisine. Hein, maman la Pierre, occupe-toi de mon fils le temps que je vais au marché. Et ben, elle prépare, je mange, ma mère revient, la maison n'est même pas fermée. On a vécu comme ça. Et nous vivons comme ça jusqu'à aujourd'hui. Lorsque l'on se met à se victimiser comme ça, à se considérer comme une minorité, les termes sont très forts. Hein? On se considère comme une minorité, c'est en fait pratiquement une auto-exclusion. Et l'ennemi surfe sur cette fibre ethnique. Elle est très fragile. Hein? C'est une fibre qui fait ressortir beaucoup de sensibilités. On appelle à leurs compatriotes Tutsis à venir se joindre à eux. Donc aujourd'hui, notre réaction, c'est leur dire, en fait, vous êtes nos frères. Nous sommes un peuple. S'il faut se battre, battons-nous ensemble. Et il n'y a pas une ethnie qui puisse dire, voilà, nous sommes marginalisés, d'autres sont favorisés. Non. Le Congo est une nation, est un pays et nous sommes un peuple. Et donc, la partie où vous proposez que nous puissions nous intéresser particulièrement à eux, c'est un peu nous pousser à jouer leur jeu. Je trouve que c'est très dangereux. Nous parlons ici dans un nous collectif plutôt que dans un jeu personnel. Je pense qu'il y a eu beaucoup de conflits en RDC. Jamais on a eu ça. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des conflits, mais la tendance à se victimiser en disant que non, puisqu'on a une origine étrangère, moi je pense que c'est une manière ou c'est une stratégie de chercher à essayer un peu de susciter une situation de conflit identitaire, alors qu'on n'est pas là. Et au-delà de ça, puisque vous parlez de la communauté des étudiants, on a une petite organisation, mais on ne peut pas dire que voilà, on doit rassembler, on doit voir est-ce que les quotas de EMA, est-ce qu'il y a les quotas de l'Indo ou de
des Nandés. Donc on ne peut pas parler de ça. On accueille tout le monde, on essaie de voir une même vision pour essayer d'avancer, essayer de soutenir la cause des Congolais dans une certaine manière. Donc on est vraiment là ouvert, on intègre tout le monde. Si tu te dis Congolais, on va t'intégrer, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. Ce que nous voulons faire, c'est de voir comment amener ou faire avancer notre cause. Et ici, notre réaction consiste tout simplement à dire que voilà, il y a une guerre, il y a des victimes, on ne peut pas utiliser cet alibi pour détourner toute une communauté internationale, l'attention d'une communauté internationale. C'est ça le but poursuivi dans notre réaction dans cette conférence de presse. Ouais. Bon, peut-être pour terminer à ce sujet, moi je voudrais, parce que je m'excuse, je n'ai pas retenu votre nom. Vous avez dit, est-ce que vous avez fait dans la déclaration, disons, si vous avez souligné le fait de faire appel à la communauté Tutsi, par exemple. Bon, moi, je relis ici un des paragraphes de la déclaration. Donc, les enfants du pays, toutes communautés confondues, sont appelés à serrer les rangs pour défendre son intégrité, l'intégrité de la République démocratique du Congo menacée, au lieu d'afficher une attitude victimaire. Bon, moi je crois qu'on ne peut pas particulariser, parce que cela ferait d'ailleurs, comme ça vient d'être dit, le jeu. Hein? Donc il n'y a pas que cette communauté-là, il y en a 400. S'il faut citer, alors qu'on cite tout le monde. Moi je crois que c'est un terme qui est englobant les enfants du pays, toutes communautés confondues, notamment les Tutsis, ça s'entend. Voilà. Il faut souligner que la majorité des Tutsis, l'immense majorité, n'a aucun problème de coexistence chez nous. Ils sont intégrés partout. Hein? On les a dans toutes les institutions, ils sont là, dans nos sociétés étatiques, dans nos sociétés privées. Ils n'ont rien à se reprocher, ils n'ont pas les sangs des Congolais sur les mains. Ce n'est qu'une poignée d'individus à la solde de Kagame qui s'agitent, qui manipulent, qui jouent le rôle de leur maître. Au nom de quels notables ou représentants de la communauté, le collectif qui était là vendredi passé, peut oser engager la communauté EMA? Je trouve que c'est une supercherie. Parce que si vous allez dans les fonds des choses, vous regardez, les notables qui sont au pays vont dénoncer cette manipulation. Ils ne vont pas souscrire sous cette manipulation-là. Alors, dernière chose, aujourd'hui même, il y a un décalage d'heure, il y a une manifestation de la jeunesse Tutsi à Kinshasa qui dénonce justement le fait d'être manipulé par Kagame. J'ai déjà reçu j'ai reçu leur communiqué ce matin. Voilà, ça c'est important à souligner. La communauté elle-même est divisée parce qu'il y a un an, on est en 2024, il y a 2 ans, la mutualité Tutsi Mobumwe a dénoncé le génocide. Je cite bien le nom. Je cite bien le mot. Le génocide des Tutsis par Kagame en utilisant les raids Tabara, certains Maïmaï et le FDRL, quelque chose comme ça. Donc ils sont divisés entre eux, il y a plusieurs tendances. Il y en a qui sont contre Kagame, il y en a qui sont pour Kagame. Les gens qui ont tenu leur conférence la fois passée ici sont les éléments des gens manipulés par Kagame. Parce qu'ils font son jeu, ça c'est clair. Ce n'est pas faute d'avoir tendu la main à cette communauté d'origine rwandaise. En effet, depuis Joseph Kabila, les gouvernements ne ménagent aucun effort pour intégrer dans des programmes les communautés Tutsi notamment. Dans le cadre du processus de justice transitionnelle, il y a eu beaucoup de programmes. Il y a eu plusieurs programmes d'intégration. Il y a eu le programme Amani, au Nord Kivu. D'ailleurs, je dois vous dire que lorsque le président Félix Antoine Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a tendu la main. Il a visité tous les pays limitrophes de la RDC. C'était dans le processus de la paix, c'était dans le processus d'intégrer toutes les communautés de la RDC. Le Rwanda, il ne faut pas non plus généraliser. Je crois que ce n'est pas un problème de Rwandais en tant que tel. Le président Kagame a érigé le génocide en fonds de commerce.
ce n'est pas la réalité. Parce que les Tutsis vivent au Congo. C'est vrai, il y a de temps en temps de tensions, de conflits entre Emma et Tutsi, mais ça se règle au Congo. Comme dans d'autres communautés aussi, il y a des problèmes de terre, des problèmes d'élevage, des choses comme ça. Ce sont des réalités qui sont vécues. Il n'y a pas que les Tutsis congolais qui vivent ce problème-là. Si problème il y a, les problèmes ne doivent pas être... C'est comme si vous avez des soucis chez vous, mais vous allez vous plaindre ailleurs. Les problèmes se règlent aussi à l'interne. C'est le souci que nous, on a. On n'est pas là en train de les indexer, mais plutôt leur dire, ben voilà, nous ne sommes pas un ensemble de minorités, mais nous sommes un peuple. En cas de problème, il faut savoir où les poser et comment les traiter. Hein? La belle palabre africaine a toujours fonctionné comme ça. Ce n'est pas faute d'avoir tendu la main à cette communauté d'origine rwandaise. En effet, depuis Joseph Kabila, les gouvernements ne ménagent aucun effort pour intégrer dans des programmes les communautés Tutsi notamment. Il y a eu plusieurs programmes d'intégration. Dans le cadre du processus de justice transitionnelle, il y a eu beaucoup de programmes. Il y a eu le programme Amani, au Nord Kivu. D'ailleurs, je dois vous dire que lorsque le président Félix Antoine Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a tendu la main, il a visité tous les pays limitrophes de la RDC. C'était dans le processus de la paix, c'était dans le processus d'intégrer toutes les communautés de la RDC. Mais je crois que c'est un problème à nous tous, que c'est que nous-mêmes, que nous puissions intervenir là où on entend des contre-vérités, parce que c'est justement, je pense, la réponse que le président Tshisekedi a dit à Addis Abeba, en disant, mais comment un président peut défendre un peuple dans un autre pays? Dans un autre pays, comment se retrouve son peuple dans un autre pays? Ce n'est pas normal. Ou vous rappelez votre peuple, mais vous ne pouvez pas défendre. Le président ne peut pas aller dire non, je vais les défendre, je vais faire la guerre, parce qu'il y a des Congolais au Rwanda. Ce que nous pouvons faire, c'est de voir comment créer des conditions pour qu'on essaie de vivre ensemble, pour qu'on ne rejette pas. Mais c'est bien aussi peut-être je peux poser aussi en partie votre idée, d'éveiller la conscience de ces communautés-là pour éviter qu'on puisse avoir les risques d'être manipulés. Donc peut-être on pourra très prochainement travailler sur ça. Donc je peux dire les conférences pour c'est pas défendre les Hima ou défendre les Tutsis et les autres vocabulaires que vous attendez, les génocides des Tutsis à l'est du pays. Je crois que c'est pour faire endormir un peu l'opinion nationale et internationale. Et c'est pour nous distraire. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a ce qui est caché là derrière. Tout ce qui est caché, tout ce que ces gens-là recherchent, c'est de vouloir nous faire endormir et pour avoir la main mise sur les ressources naturelles de notre pays. Et donc, ils veulent nous prendre beaucoup de temps pour que, à un moment donné, maintenant, nous allons nous retrouver quand ils ont déjà mis sur nos richesses. Alors, moi, je voudrais que ce cadre soit un cadre de réflexion qui pourra faire à ce que, non seulement, on puisse faire une sorte d'éveil pour les Congolais, mais aussi pour la communauté internationale, mais aussi aller chercher l'éveil vers nos autorités qui n'ont pas droit à s'endormir et à écouter ces distractions-là des vocabulaires pour vouloir défendre, je ne sais pas, les peuples et tout ce qui est au Congo par un président qui est au Rwanda. Et je souhaiterais que ce cadre puisse penser des stratégies pour voir comment aussi demander à nos dirigeants de se réveiller et de prendre des mesures contraignantes qui pourront permettre à ce que nos collaborateurs au niveau international puissent vite condamner ou nous appuyer dans cette recherche de la paix dans notre pays. Il faudra que ces cadres réfléchissent comment aussi aborder les autorités du pays pour dire non, il ne faut pas qu'on s'endorme quand même si longtemps, qu'on prenne des sanctions, des mesures contraignantes contre nos partenaires internationaux, que la Belgique
tels que l'Union européenne, les États-Unis et les autres qui sont déjà cités pour qui seraient en train d'appuyer les Rwandais dans cette bêtise qui se passe à l'est du pays. Mais aussi, je voudrais que ce cadre de réflexion puisse continuer en fait à Moi, c'est Ipati, je suis étudiant. J'allais répondre à la préoccupation de mon frère. C'est un avis personnel. J'avale difficilement cette pilule-là des Tutsis qui sont marginalisés, consort. Ok, allons sur les chiffres. 10 millions de morts. Donc, si eux sont victimes de génocide, ils doivent représenter 80% en fait. Donc, s'il y a 10 millions de morts, ces Tutsis doivent représenter 8 millions. Allez compter sur terrain, ils sont combien? Sur les 10 millions de morts, eux qui sont génocidés, ils sont minoritaires en termes de morts par rapport aux autres. Donc c'est un alibi qui ne passe pas et que nous devons clairement comprendre qu'il s'agit là de la question de nos minerais. En fait, c'est tout ce qu'on vise et on cherche des alibis, des portes d'entrée en utilisant certaines entrées. Mais allez comprendre, s'ils mettaient vraiment une banderole, allez se plaindre auprès de l'État congolais en Belgique. Nous avons une ambassade ici. C'est dire, regardez-nous, c'est vous qui nous faites ça. Mais notre papa est là, la famille est là. Vous allez accuser chez le voisin. Ok, allez dormir chez le voisin. Parce que c'est lui votre parent. Donc, entre nous, je pense que nous devons vraiment nous mobiliser, participer dans des endroits, des cérémonies où l'on parle du Congo et être en mesure de vendre l'image de notre pays à son prix vérité. Et de l'autre côté, il y a aussi une colère, je vais dire une colère saine à l'égard de nos autorités. Et aussi, moi je condamne de jouer un double jeu, parce qu'à voir les réactions par rapport aux choses qui se font à un moment donné, ils nous déçoivent beaucoup. Et donc, j'allais aussi demander à cette communauté des étudiants de ne pas avoir froid aux yeux. Nous devons aussi parler à nos autorités. Ils ne vont pas continuer à nous zapper comme ça. On sait, nous ne sommes pas des idiots, nous savons lire, écrire et nous voyons. Donc, parfois, si la situation s'aggrave, c'est grâce à leur bénédiction aussi. Donc, bon, on va d'abord s'occuper des voisins, donc dénoncer, mener des activités fortes et qui parlent. Mais après tout ça, moi j'aimerais aussi qu'on retourne un peu à la maison, qu'on se regarde en face avec nos dirigeants, parce que nous avons aussi à se dire. Parce que de toute façon, trop c'est trop. Pas plus tard qu'hier, un ami dit, mon cher, tu le sais depuis qu'on était petit, non? On disait à Lingala, Nokiako Tarananda, ou à ceux qui collèguent Nokiazap. Parce que ceux qui Nokiazap, on a dit, il ne peut pas. Il doit toujours avoir une porte. Donc, nous aussi, il y a des portes que nous devons fermer chez nous pour que des choses redeviennent un peu à la normale. Voilà un peu ma contribution. Nous sommes arrivés à la fin et je crois que, en résumé, l'ennemi nous le connaissons, l'agresseur nous le connaissons. Il est peut-être temps que nous mutualisions nos forces, des peurs qu'en divergeant le remède, on ne rende incurable un mal déjà très avancé. En tout cas, je termine sur cette petite touche médicale-là. La maladie, on la connaît, le malade, on le connaît, les virus, on les connaît aussi, il faut l'attaquer.